Ouais. Euh, Bonjour, Attends, il monsieur. faut que je valide de l'enregistrement. Ok, valide l'enregistrement. Ok, vas-y, c'est bon. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Merci pour m'avoir accordé votre précieux temps. Moi, c'est Manda Temengue François Steve, actuellement étudiant à Master International Business and Analytics à Health International Business in Boston, Cambridge. So, l'objectif de notre interview, c'est de savoir comment vous gérez votre management, vous, en tant que responsable financier senior chez EY. J'aimerais savoir, j'aimerais vous poser quelques questions et savoir comment vous gérez votre poste et savoir comment vous faites l'analyse de votre marché international. Bon, la première question que je vais vous poser, je ne sais pas trop si vous voulez vous présenter. Alors, je vous laisse le choix de vous présenter, s'il vous plaît. Ok, déjà, merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Valère Roumbé. Je suis auditeur financier senior chez EY. Je travaille principalement dans le secteur d'activité du luxe, de l'automobile, des médias et aussi IT. Bah, je vous écoute pour vos différentes questions. D'accord, merci, monsieur. Déjà, j'ai quelques questions à vous poser. Je crois, maxi, 6 questions à vous poser par rapport à ma demande que j'ai dit plus haut. La première question, c'est savoir sur votre côté leadership et les prises de décision. J'aimerais savoir quels sont vos principes ou cadres qui guident votre approche au leadership et la prise de décision dans un environnement commercial en rapide évolution. Aujourd'hui, en tant qu'auditeur financier senior chez EY, je pourrais dire que ma démarche de leadership et de prise de décision est guidée par plusieurs principes clés. Premièrement, je pourrais dire l'intégrité et l'équité professionnelle. En gros, l'intégrité est au cœur de notre métier dans un cabinet comme EY. Et du coup, chaque décision que je prends est guidée par des normes éthiques assez strictes. Et tout cela est assez essentiel en fait pour maintenir la confiance autant pour nos clients que pour les différentes parties prenantes. Quand je parle de parties prenantes, je parle des différents intervenants ou alors les équipes mises en place sur les missions sur lesquelles nous intervenons. Donc, par exemple, lors d'un audit pour des sociétés internationales, par exemple, nous, en tant que commissaire au compte, nous devons nous assurer que toutes les pratiques que nous mettons en place sont conformes aux différentes normes IFRS et US GAAP. Et on doit aussi généralement se rassurer que, bon, ça c'est la particularité pour les clients aux États-Unis, que nous respectons les différentes exigences de la PCAOB. Le deuxième point, c'est l'approche collaborative, dans la mesure où je crois fermement à l'importance de la collaboration, en impliquant les différents membres de notre équipe dans le processus décisionnel. En fait, nous bénéficions des perspectives diversifiées. Cela permet à chaque collaborateur de pouvoir donner son point de vue sur le contexte sur lequel nous travaillons. Et cela conduit en fait généralement à des décisions plus éclairées et assez équilibrées. Par exemple, lors d'un test de contrôle interne sur un dossier SOX, je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour évaluer l'efficacité opérationnelle des différents contrôles mis en place. Le troisième point, c'est l'agilité et l'adaptativité. Dans un environnement commercial et en rapide évolution comme la nôtre, il est assez crucial de rester agile et adaptable. Donc, moi, dans ma position, je m'efforce de rester informé des différentes évolutions du marché. Et vu notre secteur d'activité, il faut aussi être assez informé sur les nouvelles réglementations pour prendre des décisions proactives. Pendant un audit financier, nous, les équipes de commissaires au compte, nous adaptons assez rapidement aux nouvelles exigences réglementaires pour assurer la conformité et la pertinence de nos interventions d'audit. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Non, franchement, merci, c'est assez clair pour moi. Aussi, la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est sur la stratégie globale et l'expansion du marché.
J'aimerais savoir, lors de votre expansion des nouvelles lors de l'expansion vers de nouveaux marchés, quels facteurs proposez-vous pour assurer une croissance durable et responsable, s'il vous plaît? Là aussi, pour ce qui concerne l'expansion dans de nouveaux marchés, nous priorisons aussi plusieurs facteurs pour assurer une croissance durable et responsable de notre activité. Premièrement, je dirais la compréhension des spécificités locales. Il est essentiel, en fait, de bien comprendre les différentes spécificités locales. Et quand je parle des spécificités locales, je parle des réglementations, des pratiques commerciales et aussi des différentes attentes culturelles. Sur des missions sur lesquelles nous intervenons pour ça, c'est plutôt les équipes de conseil. Nous pourrons nous retrouver sur un projet de transformation digitale d'un client qui veut, par exemple, mettre en place un nouvel outil d'ERP ou alors un nouvel outil comptable. Et dans ce contexte-là, il faut généralement s'adapter aux spécificités de l'entreprise du client, euh, comprendre aussi l'environnement, c'est-à-dire le secteur d'activité et aussi faire une bonne analyse sur les équipes. Parce que qui dit adaptation, qui dit projet de transformation digitale, dit aussi process de formation des différentes équipes et afin de leur montrer la pertinence de cette transformation-là et les accompagner aussi dans ce programme d'adaptation. Donc, gros focus aussi sur les spécificités locales, comme je disais, et cela permet généralement d'assurer le succès du projet. Le deuxième point, c'est l'évaluation des facteurs de risque. Euh, dans ce contexte aussi, toujours de stratégie globale et d'expansion de marché, il est assez crucial d'évaluer les risques potentiels et mettre en place des stratégies d'atténuation appropriées. Euh, Par exemple, si je prends un exemple assez concret, dans un cabinet comme celui d'EY, nous, les différents auditeurs, nous avons un portefeuille particulier à gérer. Et comme je vous ai dit au départ, moi, moi, me concernant, je travaille dans plusieurs secteurs d'activité et les risques liés au secteur IT ne sont pas les mêmes que les risques que je pourrais rencontrer dans le secteur automobile. Donc, il est assez important autant pour moi d'évaluer et de mettre en place des procédures et des stratégies pour atténuer les différents risques financiers. Le troisième point, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Et dans cette partie-ci, moi, en tant qu'auditeur senior, je veille à ce que nos actions soient alignées avec les valeurs prônées par le cabinet EY en matière de responsabilité sociale et en termes d'environnement. Nous, lors de nos interventions d'audit pour des sociétés internationales et aussi locales, je m'assure que les pratiques de l'entreprise de notre client sont durables et responsables. Ok, Ok, merci. La troisième question que j'aimerais vous poser, c'est le côté communication interculturelle et dynamique. Comment abordez-vous la communication interculturelle au sein de votre équipe et existent les stratégies spécifiques que vous trouvez plus efficaces pour favoriser la collaboration entre les cultures diverses? EY est une entreprise assez interculturelle et du coup, une bonne stratégie de communication interculturelle est essentielle pour le succès de nos équipes chez EY. Donc, moi, aujourd'hui, en tant qu'auditeur senior, et étant donné que je suis généralement responsable des équipes sur lesquelles j'interviens, je m'efforce de créer un environnement inclusif où chaque collaborateur et chaque membre de l'équipe se sent valorisé et respecté. Dans un environnement comme EY, on se retrouve toujours en train de travailler avec des équipes multiculturelles pour produire et valider nos états financiers. Donc, c'est assez important de mettre en place cet environnement inclusif.
Il y a la sensibilisation culturelle en tant que responsable d'équipe, toujours, moi j'encourage la transparence et l'ouverture d'esprit. Et au sein du cabinet EY, nous avons mis en place des formations sur, comme je disais, la sensibilisation culturelle afin d'aider les membres de l'équipe à mieux comprendre les différences culturelles et aussi les apprécier. Dans ce contexte-là, il y a plusieurs projets internationaux qui sont mis en place pour améliorer justement la communication interculturelle. Et le troisième point sont les outils de communication. Donc, nous essayons d'utiliser les outils de communication adaptés pour surmonter les barrières linguistiques. Pour des outils internationaux, on échange généralement en anglais, que ce soit pour une entreprise basée en Italie, en Espagne, au Brésil, peu importe. On essaie d'échanger en anglais, on essaie d'utiliser un outil assez compréhensible pour chaque zone culturelle. Et lors des audits des sociétés internationales aussi, nous utilisons des outils assez communs pour tout le monde, comme Excel, PowerPoint. Et cela permet en fait d'assurer une communication efficace avec les équipes locales. Ok. Merci. Je crois, quatrième question, avant-dernière. J'aimerais savoir quelles sont les méthodes que vous utilisez, quelles sont vos méthodes plus efficaces que vous utilisez pour motiver vos employés, en particulier dans différents contextes culturels. Euh, je rentrerai en disant motiver et retenir mes équipes, qui ne sont pas Mhm, mes employés. Du mhm, coup, ok. pour motiver et retenir mes équipes, j'adopte généralement une approche personnalisée qui tient en compte des besoins et des aspirations de tout un chacun. Premièrement, il y a le développement personnel. Je m'assure à ce que mes équipes aient des opportunités de développement et de progression de carrière. Euh, Chaque membre de l'équipe doit être concerné par la mission et doit se sentir valorisé et avoir un plus à la fin de chaque mission. C'est assez important sur les dossiers sur lesquels j'interviens. La reconnaissance et la récompense, le fait d'intégrer chaque membre, au fait de montrer à chaque membre qu'il est important dans l'équipe et lui faire savoir l'importance de son intervention, l'importance de son périmètre, que ce soit un stagiaire ou un junior. C'est assez important et je pense que cela contribue bien à l'engagement et à l'engagement des différents membres de l'équipe. Et ensuite, il y a un volet qui est assez important, qui est l'équilibre vie pro, vie perso. Au sein de mes équipes, j'essaie de promouvoir un équilibre vie pro, vie perso assez sain afin de créer un environnement de travail positif et inclusif. Donc, moi, par exemple, sur les différents dossiers sur lesquels j'interviens, je m'assure que les différents membres de mon équipe aient des horaires assez flexibles afin de maintenir un bon équilibre vie professionnelle, vie perso. Ce qui n'est pas assez facile dans notre secteur d'activité en audit, mais je fais le nécessaire pour que ça se passe bien. D'accord, monsieur. Je vais pas vous prendre assez de temps parce que là, j'en avais deux questions, mais je crois qu'on va aller vite vers la fin, comme vous m'avez dit, vous n'avez pas assez de temps. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est concernant vos éthiques et la responsabilité sociétale. Comment votre organisation aborde-t-elle les questions d'éthique à l'échelle mondiale et existe-t-il des valeurs ou des politiques spécifiques qui guident votre approche de la responsabilité sociétale? Chez EY, l'éthique et la responsabilité sociétale sont des priorités absolues. Euh, il y a plusieurs politiques de conformité et d'éthique qui sont mises en place. Le cabinet est assez strict concernant ces politiques en matière de conformité et d'éthique et nous engageons à respecter les normes les plus élevées dans tous nos secteurs d'activité, autant dans une BU d'audit que dans une BU de conseil. Et dans nos différentes interventions d'audit sur des sociétés locales et internationales,
Nous mettons en place des procédures pour se rassurer que nos différents clients aussi euh, valident bien les différentes normes et pratiques que nous prenons. Il y a les valeurs fondamentales. Nos valeurs fondamentales chez EY sont l'intégrité, le respect et l'excellence. Et nos différentes valeurs fondamentales guident en fait notre approche dans la responsabilité sociétale. Pareil, sur tous nos dossiers, nous assurons que nos clients respectent ce que nous trouvons, nos valeurs, c'est-à-dire le respect, comme je vous disais, l'intégrité et l'excellence. Et c'est des facteurs que nous vérifions scrupuleusement avant de nous engager, avant de nous engager ou de répondre à un appel d'offres. Le troisième point, c'est les initiatives de développement durable. Nous contribuons positivement aux communautés. Nous avons plusieurs programmes d'accompagnement mis en place au sein du cabinet et nous soutenons surtout les initiatives de développement durable afin de promouvoir la diversité et l'inclusion. Et nous participons aussi à plusieurs projets de bénévolat et de philanthropie. Moi, dans mon cas particulier, j'ai une association dans laquelle j'interviens, qui est Dream Africa. Et notre scope à nous, c'est de soutenir les initiatives afin d'améliorer les conditions de vie en Afrique, principalement. D'accord. Merci, monsieur. Merci, monsieur Valéry Moumbé. Merci pour votre temps. Merci pour vos réponses qui m'ont permis de clarifier ma demande. Merci pour votre précieux temps que vous avez passé avec moi. Merci pour l'interview que vous m'avez accordé. Et passez un très bon week-end. Et désolé de vous avoir perturbé une fois de plus. Ravi d'avoir une interview avec vous. Merci. Je vous remercie aussi, Monsieur Siva Tevengue. Vos questions étaient assez pertinentes et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans vos projets. Merci beaucoup, monsieur.